والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلب منكم السماح باش نقدم هذه المحاضرة باللغة الفرنسية. الحكم الراشد ودولة الأمير عبد القادر. في المقدمة tout en réalisant l'État algérien dans le sens le plus moderne du terme, sur des bases rationnelles et nouvelles, en unifiant les diverses tribus du pays jusqu'alors disparates et sans conscience nationale. Ce grand homme qui était l'émir Abdelkader luttait les armes à la main contre l'envahisseur de son pays. En insufflant la résistance dès qu'il fut élu à la magistrature suprême, l'émir a voulu préserver avant tout la liberté politique de son pays et de ses habitants, laquelle lui paraissait difficilement séparable de la notion de souveraineté. Toute politique suppose une vision et une idée de l'homme, car il s'agit dans l'exercice du pouvoir de le servir, de l'élever, de le conduire dans la plénitude de son épanouissement. Cette vision était celle de l'émir Abdelkader. La conjoncture va lui permettre de se révéler, de montrer, de démontrer que l'homme, pour son épanouissement, a besoin de la liberté, comme la plante a besoin du soleil. Pour concrétiser cette liberté, l'émir s'appuie sur les personnalités influentes du pays et ne prend jamais une décision, même en temps de guerre, sans discussion et consultation préalable de son Majlis Chouri, le Conseil délibérant. C'est la vraie démocratie, imaginée et mise en application par lui, qui est le régime des peuples majeur et heureux. C'est à l'originalité et la réussite de l'émir qui a su, pendant 17 ans, lutter pour préserver d'abord son pays de la domination coloniale, construire, rénover en vue de l'institution d'un État fort, capable de se discipliner, mais également garant des libertés des citoyens. À l'aube du XIXe siècle, l'émir aspire et prépare une nouvelle civilisation en défendant la liberté politique alors qu'elle n'était pas encore inscrite dans les codes ou déclarations universelles. En s'entourant aussi de conseillers de toute confession, juifs d'Algérie ou catholiques étrangers, l'émir, le croyant musulman convaincu dans l'exemple d'un homme tolérant et libre d'esprit. L'émir est le meilleur exemple pour les protagonistes des troubles dominés par la haine et l'intolérance que vit le monde actuel. في 22 نوفمبر 1832 مبايعة الأمير عبد القادر. هذا نص المبايعة. نص المبايعة موجود في متحف العسكري في الجزائر العاصمة، il existe très peu de copies. Je crois qu'il y a une وحدة في الزاوية التجارية في عام ماضي، mais très peu de copies. Voilà l'original, un des originaux تاع المبايعة الأمير. وهذيك اللي موجودة تحت شجرة في غريس. 22 نوفمبر 1832, Abdelkader subordonna habilement son accord lors de la Moubaïa à la condition que les chefs de tribus qui l'ont choisi soient nommément cités dans l'acte d'intronisation. C'est alors qu'il accepta de prendre la tête de la résistance et déclara dans son serment que, je cite, « Désormais, il gouvernera la loi à la main, donc et que si son frère trahit, il le saignera lui-même. » Fin de citation. Puis, après un émouvant discours devant des milliers d'auditeurs, il dicta à ses secrétaires, le 22 novembre 1832, un appel à toutes les tribus du pays leur demandant de confirmer cette allégeance et de se mobiliser contre les envahisseurs. Il s'agit là d'une proclamation à l'ensemble du pays et non limitée à telle ou telle tribu, ce qui lui donne valeur
d'acte historique capital. Acte dans le sens le plus légal et le plus légitime du terme, probablement disputé pendant plusieurs mois et fruit de tractations faites par toutes les tribus, dont la force de loi l'émir s'attaque l'investi de titre de Amir al-Mu'minin. Il est le prélude à la naissance de la nation. Le but de l'émir était la suppression du régime tribal et la création d'un État national. Bidayat Dawlat al-Amir Abdel Qadir. L'intention affirmée qui préside à la naissance de l'État, l'ijma' le consensus. L'émir avait tenu à ce qu'il fût inscrit sur l'acte d'investiture que c'était sur l'insistance des chefs de tribu qu'il avait accepté de prendre la tête du mouvement. Demain, après la cérémonie d'Al-Béa, son appel à toutes les tribus du pays pour le suivre dans la lutte armée montre bien sa volonté de ne pas s'imposer par la force. On comprend dès lors que c'est le consensus, c'est du consensus, qu'il tira sa légitimité. Contrairement aux critères qui présidèrent à l'investiture des Dey, sous le régime turc, aucun contrat social n'existait entre les occupants et les autochtones, entre gouvernants et gouvernés dans la formation de l'État. La première tâche de l'émir était d'abolir le tribalisme institutionnalisé par les Turcs et d'unifier dans l'action des tribus sans lien entre elles au profit d'une autorité centrale unique du pays. Cette tâche était fondée sur les principes suivants. Al-Moussawat, al-Kull, Amam al-Qanoun, Ikhtiyar, al-Rijal. L'émir recrutait ses lieutenants, non en fonction de leur fidélité à cette personne, mais pour leur dévouement à la cause publique. Sa devise était servir et non se servir. Et il donnait lui-même l'exemple. L'État n'était pas théocratique, comme le qualifient certains historiens. Pour lui, tradition et liberté sont parfaitement compatibles. في حكومة الأمير في حكومة دولة الأمير حكومة دولة الأمير كانت متكونة كالآتي: محمد بن العربي وزيرا، محمد بن علي بوطالب كاتبا، الحاج مصطفى بن تهامي كان رئيس الديوان، محمد بن علي الدحاوي، الحاج الجيلاني كان ناظر على الخازنة الحكومية، محمد بن فخر كان ناظر على الخازنة الملكية، الحاج طاهر ناظر على جبهة العشور والزكاة والضرائب، الحاج أحمد بن الهاشمي المراحي طبيب قضاة، والحاج ميمون بن عراش كان وزير للشؤون الخارجية. هذه le premier gouvernement كان أمير عبد القادر. وهذه موجودة تشوفوها في شجرة التداول. الآن مؤسسات دولة الأمير عبد القادر. Les institutions de l'État d'Abdelkader. L'État de l'émir comprend toutes les institutions d'un État moderne. Diwan, au gouvernement central avec de grands commis, chacun dans sa spécialité. La centralisation était compensée par une vaste déconcentration administrative. À cette tête, le Premier ministre était assisté de 3 secrétaires et de 2 secrétaires d'État, l'un pour les habous et l'autre pour les affaires étrangères. Il y avait en outre 2 trésoreries, l'une publique et l'autre privée. Enfin, un conseil consultatif ou Majlis al-Shura de 11 membres qui avait à connaître toutes les affaires de l'État. Il pouvait, en cas de nécessité, être élargi à tous les notables du pays. Dans ce cas, c'est lui, et au nom du peuple, qui décide souverainement. L'émir n'a qu'un rôle d'arbitre. Thaniyan, Jaysh al-Amir, une armée disciplinée et régulièrement entraînée qui comprenait les 3 armes, infanterie, cavalerie, artillerie. 10 000 hommes en tout. Pour l'entretien de cette armée, il institua un impôt, la dîme ou la rochor, et à cette fin, il fit procéder à un inventaire général parmi les tribus, fixant un impôt proportionnel à leurs ressources. Il résolut ainsi les 2 problèmes nécessaires à l'organisation d'un État moderne, la fiscalité et l'armée. ثالثا إدارة الأمير عبد القادر une administration structurée
qui, contrairement au système turc, dont l'État se limitait à Alger et sa banlieue, comprenait 8 provinces ou khalifats dirigés chacune par un khalifa. Maskar Tlemcen Titri Meliana Sbaou ou la Hamza en Kabylie, le Medjana à l'est, le Sahara était scindé en deux, le Sahara Rabia occidental et le Sahara oriental, Mzab et Zibay. Al-Adal, une justice séparée de l'exécutif comme dans tous les pays démocratiques. Les juges ou qadis étaient nommés par l'émir mais ne le représentaient pas. L'appel des jugements était du ressort d'une section du Majlis al-Shouri et était rendu par Qadi al-Khandat. L'émir n'avait que le droit de grâce. Une ébauche d'industrialisation, Mashrou' l'Itasnéa, qui exprimait pour la première fois la volonté de l'émir de doter le pays d'un équipement indépendant de l'étranger auquel n'ont pas songé les Turcs durant leurs 3 siècles d'occupation, alors que la France et l'Angleterre commençaient à peine à s'équiper. Le premier haut fourneau algérien a été installé à Kaza, Borj al-Amir, bourgade créé par l'émir et inauguré par lui. Maintenant, les 3 symboles de l'État, et de tout État, c'était un drapeau, une monnaie nationale et le sceau de l'État. مصر من الله والفتح طريق مصر الدين عبد القادر بن محي الدين بن محي الدين. العلم était vert et blanc avec une main en son centre. C'était le premier drapeau algérien qui flottait dans le pays. Maintenant, Noukoud, la monnaie qui avait cours légal sur tout le territoire, même en zone française, constituait l'affirmation d'un État national et d'un pouvoir central unique. Cette monnaie ressemblait étrangement à la pièce de 50 centimes, à cette pièce, et voilà, c'était une pièce comme ça. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Si vous arrivez à lire, avec il y avait tout à fait en dehors du cercle. ومن تكن برسول الله نصرته أن تلف الأسد في أجامها تجمه. En français, ça peut donner. J'ai une explication. Celui qui aura par l'intervention du prophète l'assistance protectrice de Dieu, si les lions le rencontrent, il puira dans la tanière. Alors, la monnaie de l'émir, beaucoup de personnes pensent que c'est l'étoile à 6 branches, l'étoile d'Israël. C'est faux. Hadi, c'est l'étoile de Sidna Daoud. Et puis elle est composée de traits parallèles. Il y en a 2, et 2 comme ça, et 2 comme ça. Donc il y a 6 traits parallèles. Et sur une face, sur la première face, nous voyons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ala alihi. Donc, c'est une des faces de la monnaie de l'émir qui, de loin, elle peut ressembler. Beaucoup de personnes pensaient que c'était l'étoile d'Israël à 6 branches. Or, c'est une étoile musulmane. Et sur l'autre face, vous voyez le trait Owl, qui est l'imam, al-Mahdi, al-Amin, Mas'oud, al-Mu'min, al-Amir al-Mu'minin. Voilà, c'est la monnaie de l'émir. J'ai voulu vous en parler parce que beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, et dont notre ami Louali, Khaled, m'a posé cette question. Est-ce que le sceau de l'émir et la monnaie de l'émir représentent le sceau de l'étoile de David ou l'étoile d'Israël?
je parlais de l'Uqud. Ensuite, Khatem al-Amir Abdel Qadir. Chez les Orientaux, le cachet seul faisait autorité. Alors, c'était Khatem al-Amir Abdel Qadir. C'était le sceau de l'État. Ensuite, nous passons au 8e chapitre, Al-Siyasa. Al-Siyasa, la diplomatie. Les agents diplomatiques étaient choisis de préférence parmi les juifs pour leur sens de la diplomatie et leur connaissance des deux langues. Mordechai, Timsradim, Badra, Koubahan. À Alger, c'était un Italien, Gavarini, qui représentait l'émir, sans oublier Hajj Habib, Mohamed Ben Kho ou Khalifa Oud Mahmoud. Le premier traité d'Idi Michel signé entre le gouvernement français et l'émir stipulait notamment la désignation de représentants réciproques. Il s'agissait de diplomates accrédités auprès de chaque partie, puisque dans ce traité était implicitement reconnue, au moins sur une partie du territoire, la souveraineté temporelle et spirituelle de l'émir. Amir al-Mouminin, comme tous les diplomates, ils avaient la triple mission de veiller à la stricte application du traité, à l'échange des délinquants criminels et déserteurs et à l'exécution des jugements prononcés dans les deux districts. Il y eut même des Européens tels Gavarini qui représentaient l'émir à Alger. Malgré les liens étroits qui unissaient l'émir au sultan de Fès, il n'y avait pas de relation diplomatique proprement dite entre les deux États, mais échange de délégations à Fès avec un seul chargé d'affaires, Haj Bejaloun. En France, c'est Miloud Maharaj qui l'envoyait souvent à Paris et pouvait être considéré comme un ambassadeur accrédité auprès du gouvernement français. Enfin, si le nouvel État avait des relations commerciales avec l'Espagne et surtout avec l'Angleterre, aucune représentation n'existait entre ce pays et l'émir. Par contre, depuis son investiture jusqu'au dernier mois de sa lutte, il était parfaitement renseigné sur ce qui se passait non seulement en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe. As-Sahafa, dans le As-Sahafa, il y avait un véritable service de presse. Grâce à ces émissaires qui avaient des contacts avec ces agents établis à Alger, Oran et surtout Tanger, qui était une grande plaque tournante, qui était pour l'émir une base logistique, non seulement pour les fournitures des armes et des munitions, mais également pour la diffusion des nouvelles. Celle-ci lui était connue par les journaux qu'il faisait traduire. Il avait à partir de 1838, Amir Abdel Qadir à partir de 1838, un agent de renseignement qui était général français en retraite, résident à Paris, où il était très influent et qui le renseignait sur tout ce qui pouvait l'intéresser. Il était même payé, selon Charles-André Julien, 3000 piastres par an. Ces renseignements étaient remis et supervisés par Miloud Ben Harraj, son ambassadeur à Paris. Al-Tijara. Al-Tijara, le commerce prospère grâce à la sécurité, qui était assurée parfaitement sur tous les territoires soumis à l'émir, qui était intraitable sur la question de la sécurité des chemins et des marchés. Les sanctions étaient sévères à l'égard de ceux qui interceptaient des caravanes transportant des marchandises. De plus, depuis le traité des Michel, l'émir qui avait le monopole du commerce tenait à l'exercer à l'encontre des Français qui occupaient les ports, de façon que ceux-ci ne reçurent aucune marchandise essentielle, grains, bétail, blé, etc., sans son autorisation. Il avait aussi un muhtasab, nommé par l'émir. Cette police des mœurs était saine. L'avant-dernier chapitre, c'est Al-Ta'lim. Al-Ta'lim, l'enseignement à tous les degrés, était largement assuré et l'émir y veillait personnellement. Ces efforts d'unification allaient donc de pair avec l'établissement d'un système d'éducation. L'éducation générale, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, furent créées des écoles où des tolbas en mesure de les instruire dans l'histoire et la théologie. J'attribuais aux tolbas un traitement régulier dans le monde employé avec leur savoir et leur mérite. Encourager l'instruction apparaissait tellement primordial à mes yeux qu'il m'arriva plus d'une fois de faire grâce à un criminel d'une condamnation à mort pour la seule raison qu'il était tal. Fin de citation. Le dernier chapitre parlait de corruption. Pour éviter la corruption, les fonctionnaires étaient choisis parmi la classe aisée. Bon, il n'y avait pas de problème. Il résulte de ce qui précède que l'émir étendait les frontières de son pays, de son État, plus par la diplomatie que par les armes. C'est là un trait de son caractère. Il n'était pas cruel de la nature et n'aimait pas la guerre.